C'est un peu difficile de prendre la parole après deux généraux et un expert, Samuel en l'occurrence, mais je vais faire de mon mieux. Alors peut-être recentrer un peu le débat sur la coopération triangulaire telle qu'on le voit ici à l'ONU, c'est-à-dire coopération entre les pays contributeurs de troupes, le Conseil de sécurité et le secrétariat. Alors il faut savoir que c'est une des questions qui est discutée à chaque session du C34, donc le comité spécial du maintien de la paix. C'est une thématique que... Alors, en plus d'être conseiller à la mission permanente, je suis également le coordinateur du NAM, le mouvement de non-alignés pour le maintien de la paix. Et dans ce cadre précis du C34, c'est un groupe très important puisqu'il il représente plus de 80% des pays contributeurs de troupes. Donc forcément, pour un groupe comme le nôtre, la coopération triangulaire est une thématique phare sur laquelle nous insistons d'année en année et sur laquelle on a pu avoir quelques avancées, bien que timides, lors des dernières années, d'où l'inspiration du général Girard à ce sujet. Donc, pour un pays contributeur de troupes, l'essentiel de la coopération triangulaire, c'est surtout par rapport au mandat. Alors, comme le général Lyon l'a dit, il existe des mécanismes qui sont prévus, que ce soit des réunions formelles organisées par les Nations Unies, qui sont en général quelques jours avant les discussions au Conseil de sécurité. Et nous avons également les réunions informelles qui sont organisées par les porteurs de plumes. Alors juste pour l'anecdote, il y a quelques années, lorsqu'on a essayé de pousser un petit peu plus et d'institutionnaliser en quelque sorte cette coopération triangulaire, surtout le volet informel, forcément on s'est heurté aux réticences de certains pays, de certains membres permanents. Et je me rappelle d'une matinée où on avait deux réunions informelles en même temps sur la même mission. Alors je vais demander à la mission qui n'est pas porteur de plume. Je lui dis mais vous n'êtes pas au courant que le porteur de plume organise une réunion? Il dit non, mais de toute façon nous c'est pour les attachés militaires et c'est plus pour nous pour avoir notre propre information pour pouvoir mieux aborder les discussions au Conseil de sécurité. Donc je trouvais cette réponse aberrante. Je ne citerai pas bien sûr la mission permanente, mais bon. Et depuis, il faut avouer qu'il y a eu beaucoup d'efforts. Je dis pas ça parce que le général est à côté de moi, mais effectivement, la France a joué un rôle assez de champion, on va dire, sur cette question particulière, en tenant à organiser régulièrement des réunions à la mission avant les renouvellements des mandats pour lesquels ils ont la plume. Pas plus tard que la semaine dernière, d'ailleurs, une réunion sur la MINUSCA qui a permis de mettre en avant les différents défis auxquels sont confrontés les pays contributeurs de troupes. L'importance du dialogue triangulaire, au-delà des mandats, c'est également lors des lancements de nouveaux concepts ou initiatives. On a parlé tout à l'heure de l'Action for Peacekeeping. Et en effet, c'est en quelque sorte le résultat, on va dire, réussi, d'une coopération triangulaire réussie, où beaucoup d'interactions avec le secrétariat, beaucoup d'interactions entre pays contributeurs de troupes, entre membres du Conseil, mais également avec les contributeurs financiers, qui ont fait qu'on a pu s'entendre sur un projet projet de déclaration commun. Sur des nouveaux concepts également, lorsqu'on parle par exemple, renseignement dans le maintien de la paix, la coopération triangulaire a joué un rôle très important dans ce domaine, notamment à travers le groupe de travail du Conseil de sécurité, entre autres, où on a pu à plusieurs reprises discuter de manière extensive cette question très, très épineuse et très, très technique. Pour revenir très brièvement sur les réunions formelles et informelles. Donc, nous avons essayé, il y a 2 ans, d'introduire, de formaliser en quelque sorte cette coopération triangulaire, comme ce qui est recommandé dans l'excellent papier du professeur Roger. Malheureusement, pareil, on s'est heurté à la réticence de plusieurs membres qui ne préféraient garder en quelque sorte un minimum de liberté pour organiser comme ils le voulaient, les réunions informelles. On a essayé également de mettre un calendrier sur place, parce que le principal problème, c'est la question de timing. C'est-à-dire que les pays contributeurs de troupes sont en général informés de la réunion la veille, 2 jours avant.
ce qui laisse peu de temps pour la préparation. Et je me rappelle très bien, je dirais pas l'exaspération est peut-être un mot un peu trop fort, mais je me rappelle très bien M. Latsous lorsqu'il était secrétaire général adjoint et qui venait lui-même lors de ces réunions formelles et qui trouvait la plupart du temps des experts ou des attachés militaires qui n'étaient pas très enclins à prendre la parole. Et malheureusement, donc ceci explique cela, on va dire, c'est un sorte de cercle vicieux qui peut être facilement tourné en cercle vertueux si on arrive à mettre tout le monde à l'aise et à leur offrir l'opportunité d'échanger à l'avance, mais également en connaissance de cause. C'est-à-dire avoir suffisamment à l'avance toutes les informations nécessaires et le partage d'informations. Donc c'est une question sur laquelle on continue de travailler, mais comme j'ai dit au début de mon intervention, il y a de l'espoir, il y a certaines petites avancées qui augurent de plus grandes avancées dans l'avenir. Et nous continuerons à travailler dans ce sens. Très très brièvement, pour conclure, j'ai encore une petite minute, sur la question de la performance. On a beaucoup entendu la performance ce matin. Alors juste pour peut-être donner un avis d'un pays contributeur de troupes sur cette thématique très importante. Alors, nous considérons la performance comme étant la responsabilité de tous, une responsabilité partagée. C'est très difficile de s'attendre à ce qu'un contingent de 800 personnes puisse sécuriser une zone aussi grande que la Belgique. Parfois, ou même souvent, avec des moyens qui ne sont pas nécessaires. Pas forcément parce que le pays contributeur n'a pas les moyens, c'est juste que les règlements et les remboursements font que lorsque la négociation du MOU ont fait que voilà, un certain nombre d'équipements sont alloués à ce contingent. Alors peu importe si le contingent est déplacé d'une zone A à une zone B, une zone A étant urbaine, une zone B étant à haut risque dans la jungle ou en zone rurale, en général l'équipement ne change pas. Toutefois, on s'attend à ce que ce contingent exécute les mêmes tâches. Donc, responsabilité partagée, que ce soit les membres du Conseil lorsqu'ils décident du mandat, que ce soit le secrétariat lorsqu'il alloue les zones de responsabilité, mais aussi les déplacements. Et bien sûr, les contingents qui... nous, on a l'obligation donc d'envoyer des hommes qui soient bien entraînés et bien équipés. Mais bien sûr, c'est sous réserve que cet équipement puisse être en quelque sorte pris en charge, qui est le concept de base des opérations de maintien de la paix. Donc voilà, bien sûr, j'ai hâte de participer aux discussions plus tard, mais pour ce point précis, je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.